Bon, cette vidéo est importante. Cette vidéo a pour objectif de vous faire comprendre en profondeur le shift qui est en train de s'opérer sur le marché. On est au tout début et c'est important de le comprendre maintenant. La promesse de cette vidéo, c'est de vous aider à mieux investir. Je ne vais pas vous dire dans quoi investir, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous ayez la connaissance profonde de ce qui se passe pour que vous preniez vous-même vos propres décisions. C'est ça l'objectif de la vidéo. On va se baser sur le tweet de Brian Armstrong, ici, qui nous a fait un tweet que moi, j'annonce, hein, spoiler, j'interprète ça comme un aveu d'échec. Un aveu d'échec de Coinbase. Ce tweet, il est, pour moi, historique, il est extrêmement important. Il est extrêmement important parce que on est peu à expliquer ce que je vais expliquer là, et il faut absolument le comprendre. Alors, le tweet de Brian Armstrong, qui est le CEO, donc le directeur, le PDG de Coinbase, donc un bonhomme qui pèse, qui nous dit « Pourquoi Coinbase est-elle toujours mal comprise et sous-estimée par Wall Street ?» Dans sa première phrase, il répond à une question, et la question c'est « Pourquoi Coinbase n'est pas comprise par Wall Street, par les institutionnels ?» Donc si on creuse un petit peu, on comprend tout de suite que Wall Street ne veut pas de Coinbase. Donc il dit « On m'a posé cette question. Je pense que Coinbase est une entreprise quelque peu incomprise. C'est un dilemme classique de l'innovateur. » Alors toute sa diatribe, toute son explication, ça va être de dire « On est des innovateurs, on n'est pas compris par les autres, et on sera compris, vous inquiétez pas, dans quelques années. » Le problème qui se pose, c'est que Wall Street, c'est pas des enfants de 4 ans, d'accord? Wall Street, c'est des gens qui réfléchissent, qui analysent, et qui ne prennent pas des décisions sur des coups de tête. Ça arrive dans certains cas, mais on ne peut pas partir du principe que c'est le cas pour tout. On ne peut pas partir du principe qu'ils sous-estiment Coinbase parce que les mecs, ils sont débiles, ils n'ont pas compris. C'est clairement ce qu'il est en train de nous dire. Et donc, moi, je vois ça comme un aveu d'échec. Je vois ça comme un aveu d'échec parce qu'il avoue être incompris par Wall Street. Et être incompris par Wall Street, c'est pas la faute de Wall Street qui est bête, c'est la faute de ton entreprise qui fait n'importe quoi. On peut descendre un petit peu, hein, l'autre moitié traîne des pieds, résiste encore. Voilà, il prend, donc il dit qu'il y a une partie qui investit dans la crypto, et il dit qu'il y a une autre partie qui traîne des pieds. Non, l'autre partie ne traîne pas des pieds, l'autre partie attend des bonnes opportunités. Est-ce que Coinbase est une bonne opportunité? Non. Il faut se rappeler que quand les institutionnels sont arrivés dans le marché, ils sont tout d'abord passés par Coinbase. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des alternatives, leurs propres alternatives. Et ces alternatives-là ont fait que Coinbase a pris moins d'ampleur, d'accord? C'est ça qui est important à comprendre, c'est que Wall Street n'a pas besoin de Coinbase. Par contre, Coinbase a besoin de Wall Street, mais Coinbase ne répond pas aux demandes de Wall Street. Mais Coinbase ne répond pas non plus aux demandes de vous et moi. Coinbase ne répond pas à la demande de « j'ai besoin d'un exchange pour faire et du trading et à la limite garder un petit peu de crypto de côté ». Mais si on regarde les critiques négatives sur Coinbase, j'ai demandé à Grok, je lui ai dit de me faire une liste de toutes les critiques négatives que la communauté porte à Coinbase. La liste est longue. La liste est longue, voilà, si on regarde, il y a 30 critiques négatives. On va voir quelques-unes. Support client inefficace et absence d'aide. Activité frauduleuse non résolue. Frais excessifs et non transparents. Celui-là, ça, il est hyper important parce que les gens en ont ras-le-bol de payer des frais vraiment abusés. Et Coinbase, c'est les pires en termes de frais. Erreurs système répétées, fermeture de compte injustifiée, problème d'accès au compte, bannissement soudain sans explication, panne mondiale et blocage des transactions, problème de performance, indisponibilité totale de la plateforme, déception financière et perte. La liste est longue. Les gens ne supportent pas Coinbase. Les gens en ont marre de Coinbase. Le fait est qu'à une époque, Coinbase n'était pas une alternative parmi tant d'autres. Coinbase, c'était le passage obligatoire parce que c'était les seuls à proposer une interface qui était simplifiée. Parce que d'un côté, vous aviez des plateformes comme Binance, ultra complexes, qui d'ailleurs se sont simplifiées depuis, et de l'autre, vous aviez Coinbase pour les débutants. Mais depuis, il y a énormément d'applications crypto qui se sont développées, et surtout, les investisseurs se sont adaptés à des interfaces plus complexes. Donc n'ont plus besoin de Coinbase. Ils se disent, je vais payer 1% de frais, 1,5% de frais sur Coinbase, plutôt que 0,2 sur OKEx. Bah non, en fait, non, je vais aller payer sur OKEx, et certes c'est un petit peu compliqué, mais je vais prendre 30 minutes, je vais regarder un tuto, tout ira bien. Et donc, ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que Wall Street n'a pas besoin de Coinbase, les investisseurs n'ont pas besoin de Coinbase, ou pire, ils n'ont pas envie d'aller sur Coinbase, parce qu'en soi, ils pourraient en avoir besoin si le service était bien, mais ils n'en ont pas envie. Ils préfèrent aller chercher quelque chose de plus complexe pour payer moins. Et Coinbase ne répond aujourd'hui à aucun besoin.
Heureusement pour eux, ils ont toujours quand même pignon sur rue parce qu'ils ont été là au bon moment, mais ils sont en train de vaciller. Et l'Empire romain ne s'est pas écroulé en 3 semaines. Pour moi, quand je dis l'Empire s'écroule, c'est parce que ils ont été au sommet, et là, la pente est en train de s'entamer. S'ils ne font pas d'innovation, s'ils ne font pas de gros changements en interne, l'Empire va s'écrouler. Et moi, je pense qu'ils n'ont pas ni l'intelligence, ni la compréhension nécessaire pour comprendre qu'est-ce qui est en train de s'opérer et comment ils vont devoir s'adapter. Quand on voit qu'ils ont créé la blockchain Base et qu'il n'y a eu aucun support de cette blockchain-là, qu'elle a été complètement abandonnée, les créateurs n'ont pas été mis en avant, les bons projets n'ont pas été mis en avant, ça a été complètement abandonné. Donc ils essayent d'innover, mais ils le font mal. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'intelligence nécessaire pour le faire. Donc plus personne n'a besoin d'eux. La question qu'on se pose, c'est où vont les retails? Parce que ça, c'est important. Où vont les retails? Où vont les gens comme vous et moi qui en ont marre de se faire prendre pour des pigeons? Et la question est importante non pas parce que on veut savoir où va aller l'argent. La question est importante parce qu'on veut savoir où va aller Wall Street. Parce que depuis le début dans le marché des cryptos, Wall Street est systématiquement allé là où les retails étaient. Wall Street, quand il est arrivé, il a fait appel à Coinbase. Pourquoi? Parce que Coinbase était la plateforme principale. Wall Street, quand il est arrivé, il est allé où? Il est allé dans des tokens comme XRP, comme Solana. Et bien évidemment, Ethereum et Bitcoin. Wall Street va tout simplement là où les retails ont pris les risques pour tester les plateformes, les principes et les concepts. Une fois que nous, on a testé les principes, les concepts et les plateformes et qu'on a prouvé au monde que ça marche, qu'il y a du profit, qu'il n'y a pas de risque majeur, Wall Street est intelligent, il regarde, il observe et il dit « Ok, ils vont là ça marche, il n'y a pas de risque majeur, on peut mettre une partie de notre capital. » Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Wall Street est un suiveur. Mais l'innovateur, c'est pas Wall Street, l'innovateur, c'est le retail. L'innovateur, c'est le petit porteur. Celui qui a des petits portefeuilles, qui a 500 balles, 1000 balles, 15 000 balles. 15 000 balles, c'est considéré comme petit. Et qui va tester et mettre son capital en risque dans des protocoles, dans des blockchains qui ont du potentiel. Et actuellement, il y a 2 blockchains, et ça me fait mal de le dire. Il y en a une, je l'adore, l'autre, je la déteste. La première, que j'adore, c'est Hyperliquid. Hyperliquid a prouvé qu'on peut faire du trading directement sur la blockchain en ayant un minimum d'obstacles, en ayant un minimum de complexité. Il y a toujours quelques complexités, mais globalement, Hyperliquid, si tu prends une demi-heure de tuto, 3 quarts d'heure, ça y est, tu as à peu près compris comment avoir un wallet. Alors tu fais quelques essais, etc., mais ça va très vite. Et Hyperliquid permet de faire du trading sans avoir des frais exagérés comme on a sur Binance et Coinbase, parce qu'il n'y a pas que Coinbase qui est en train de se casser la gueule, il y a aussi Binance, et c'est bien fait pour eux. On voit ici sur leur site web qu'ils nous disent pas d'investisseurs, pas de teneur de marché rémunéré, part de market maker, et aucun frais pour aucune entreprise, la communauté d'abord. Et c'est ça maintenant que le retail veut, parce que le retail en a marre d'être pris pour un pigeon. Et le deuxième projet qui est potentiellement intéressant, et ça me fait très mal de le dire, c'est Solana, parce que Solana a déjà une très très forte communauté de retail, et comme c'est eux qui font l'innovation, c'est potentiellement là que ça va se passer. Donc on a Hyperliquid d'un côté et Solana de l'autre. Moi j'ai choisi ma team, j'irai pas sur Solana, ça ne m'intéresse pas. Alors maintenant la question qu'il faut se poser, c'est nous en tant que retail, qu'est-ce qu'on doit faire? À titre personnel, et on est beaucoup comme ça, je cherche l'innovation, je cherche l'endroit où tout va se passer. Parce que c'est dans l'endroit où tout va se passer que tout le capital va affluer. Et c'est là qu'il y aura les bonnes opportunités. Moi, je vais être sur Hyperliquid, je suis déjà sur Hyperliquid et je vais rester sur Hyperliquid pendant un moment. Je vais farmer les airdrops, je vais trouver les bons projets, je vais être patient aussi, il va falloir être très patient parce que certains projets pourront mettre du temps à décoller. Sur Jester, je suis sur Jester en ce moment, ça peut prendre encore quelques mois. Mais ce que je sais, et c'est là le plus important, c'est que je suis assez tôt pour que Wall Street ne soit pas dedans, mais en même temps suffisamment tard pour comprendre que Hyperliquid n'a pas de risque majeur. La technologie fonctionne et les gens en veulent, c'est tout ce que je veux savoir. Alors voilà, il est là mon conseil. Mon conseil, c'est tout simplement d'être à l'endroit où l'innovation est avant que les gros de ce monde n'y arrivent. Il va falloir absolument arrêter de chasser les mêmes coins, il va falloir absolument arrêter de chasser les cryptos où il y a eu des investisseurs dedans, parce que le seul but de ces investisseurs, c'est de vous prendre comme exit liquidity, c'est que quand vous allez acheter, eux ils vont vendre et vous allez perdre tout votre argent. Et force est de constater qu'aujourd'hui, la solution la plus viable et la plus sécurisée, c'est Hyperliquid et son écosystème. Son écosystème est vaste, hein. C'est pas que le token hype, il y a tout ce qu'il y a dans Hyperliquid. Et c'est là qu'on aura des bonnes affaires. Si vous avez aimé mon analyse, prenez vraiment 5 secondes pour vous abonner, mettre un petit commentaire, un petit j'aime, c'est hyper important pour moi. Mon objectif, il est clair, c'est de m'appuyer sur les news pour vous transmettre une compréhension du marché. Comme ça, vous aurez les bons outils, les bonnes clés pour pouvoir investir de manière saine. À demain pour la prochaine vidéo.